La Norvège. Un pays reculé, isolé au nord de l'Europe sur la péninsule scandinave. Avec ses hautes montagnes, enneigées et difficilement praticables la moitié de l'année, la Norvège possède un territoire peu propice à l'agriculture. C'est donc sur une autre activité qu'elle a dû compter pour se développer, la pêche. Ses 100 000 km de littoral lui offrent le second plus long littoral au monde, avec des eaux très poissonneuses. Des ports de grande taille se sont développés tout le long de la côte norvégienne. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim jusqu'à Tromsø, une des villes les plus au nord. Initialement très traditionnelle, la pêche s'est progressivement intensifiée. Les techniques de pêche sont devenues plus efficaces et les chalutiers toujours plus gros. Dans les eaux norvégiennes, une grande diversité d'espèces marines sont pêchées. Le poisson le plus pêché est le cabillaud. C'est un poisson benthique. Il vit proche des profondeurs dans les eaux froides. Les aigles fins, les lieux noirs, les maquereaux, les merlans et les harengs sont aussi des espèces très recherchées et pêchées en grande quantité. Parfois pêchées en trop grande quantité. Fishing in Norway goes back thousands of years. From the early 1900s, we see it's largely dominated by these two, the cod and the herring, Norwegian spring-spawning herring. It's the world's biggest herring stock, and they spawn along the Norwegian coast, and they live their early life in the Barents Sea. After the World War II is ended in 1945, the country needed to rebuild. So it was an important task for the Director of Fisheries to take part in the rebuilding of the country and develop the country after the World War. And we were designing fishing boats, we were designing processing plants, we were running schools for fishermen, and so on. In the 50s and beginning of the 60s, there was an industrial revolution when it comes to technology in fishing. We got the power block, the echo sonar, the stern trawler, the decked vessels. It was more safe to go out to fish, and you could fish anywhere. They caught around 7-8 tons a year in 1945. In 2023, it was almost 200 tons per fisherman. The efficiency is much higher. Aujourd'hui, la Norvège pêche 2,5 millions de tonnes de poissons par an, ce qui la classe première au niveau européen. Afin de garantir l'approvisionnement en poissons et limiter la pression sur les stocks de poissons, la Norvège a dû encadrer la pêche. Elle a donc instauré des quotas pour limiter les prises. So the quota system has evolved since the 1970s. Then we have permanent regulations for fishing activity. That is regulations that limits the fisheries. It says something of protection of the species, something about what kind of gear you can use, minimum size, mesh size, and so on. We have annual regulations, that is regulations for each species for a year. You can say it's the annual quotas. It's coming out from the annual regulations. Fishing is a dynamic activity, so it changes through the year. So that's why we have to adjust the annual regulation through the year. That is the temporary regulations. In addition to that, we have closing and opening of fishing grounds. Les stocks de poissons se déplacent. C'est pourquoi des quotas sont aussi décidés chaque année pour chaque pays européen. Ce sont des scientifiques qui fixent les seuils en s'appuyant sur la dynamique des populations. Les quotas ne sont pas toujours bien respectés, et la surpêche est encore une problématique actuelle. Mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur les populations de poissons. En 50 ans, les températures de l'Atlantique Nord ont augmenté de 1,5 degré Celsius et les conséquences sur les espèces marines sont nombreuses.
climate change for the earth is not good, okay, but we live very far north, so for some of the stocks that far north it is a bit positive, okay, but for others it is of course negative, but it depends on which type of fish you are basically. But in our part of the world, something like 70% of the stocks are doing better basically. But the fish in the North Sea, they are generally doing not that good, and Arctic species are doing very poorly. So there's very mixed effects. Plus au nord, la mer de Barents, dans l'océan Arctique, a notamment fait face à l'arrivée de millions de cabillots. À cause du réchauffement des eaux, les cabillots, auparavant inadaptés aux températures de la mer de Barents, migrent désormais vers celle-ci. Ils entrent donc en compétition avec les espèces naturelles de la mer de Barents. Ce qu'il faut voir, c'est que on parle de population de morues sur la mer de Barents, c'est des stocks qui représentent de l'ordre de 4 à 5 millions de tonnes. Donc des fois, pour que les gens réalisent, je leur dis, voilà, c'est comme si vous aviez un élan, ça fait 500 kg, je suis même optimiste, ça fait plutôt 300. Donc même si vous prenez un élan qui fait 500 kg, ça veut dire que vous avez 10 millions d'élans qui arrivent, comme ça, et qui broutent. Les morues, ça mange tout. C'est vraiment une espèce qui est complètement omnivore. Et donc, ce qu'on a vu sur les autres espèces de poissons, c'est qu'on a une espèce d'homogénéisation du système. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de diversité dans les populations de poissons quand ces morues ont colonisé le nord de la mer de Barents. The Arctic species have very little living spaces, because there's both that these Arctic species have very little living spaces where it's really cold and where the warmer adapted species from the south can't go into. So there's a refuge for the cold species, but also they're eaten up simply by these big predators from the south. Entre les montagnes, des langues de mer s'infiltrent dans les terres sur plusieurs kilomètres. On les appelle des fjords. Ils forment une des richesses de la Norvège. Les fjords bénéficient d'une position abritée grâce aux montagnes qui les entourent, avec peu de vent et de vagues. Les eaux y sont aussi plus chaudes grâce à un courant venant des Caraïbes, le Gulf Stream, qui apporte 6 millions de mètres cubes d'eau chaude chaque seconde. Sur les eaux chaudes des fjords, une multitude d'anneaux se découpent. Dans ce paysage aux dimensions indescriptibles, il est difficile d'apprécier la taille de ces anneaux. Ils sont immenses, 90 mètres de diamètre. Cette partie émergée cache une profondeur tout aussi impressionnante, allant de 30 à 50 mètres. À quoi servent-ils ? En s'approchant de plus près, il est possible d'observer des remous. Ce sont des filets d'aquaculture où sont élevés des saumons avec une densité très élevée. La réglementation norvégienne fixe la limite à 250 000 saumons par filet pour des raisons sanitaires et de bien-être animal. Ces fermes sont déployées partout en Norvège, majoritairement dans les fjords où les conditions d'élevage sont plus favorables. L'aquaculture peut être une manière de diminuer la pression sur les stocks de poissons en réduisant les quantités pêchées dans le milieu naturel. Mais elle aussi fait face à des défis d'ampleur pour son développement. L'augmentation de la température de l'eau favorise la croissance des saumons, mais elle favorise aussi l'émergence et le développement d'un parasite du saumon, le pou du saumon. C'est la plus grande menace qui pèse sur l'aquaculture en Norvège. The water is transporting the salmon lice between the farms, that's one issue, and then it's affecting the wild salmon as well as the wild sea trout. Le réchauffement de l'eau met sous pression la pêche, l'aquaculture et donc une partie de l'économie norvégienne. Les paysages grandioses et calmes des fjords cachent les bouleversements marins qui sont en cours. À l'intérieur des terres, la Laponie offre des paysages saisissants. Elle s'étend sur la Norvège, la Suède,
la Finlande et la Russie. La contrée est déserte. La Laponie se trouve au-delà du cercle polaire. Elle est entièrement plongée dans le noir au cœur de l'hiver, tandis qu'en été, les jours se succèdent sans que le soleil ne se couche. En avril, seuls les bouleaux et les pins émergent de la terre glacée pour rompre la monotonie de la neige. Pourtant, les animaux sont bien présents. Des traces de mammifères, plus ou moins fraîches, sillonnent le manteau enneigé qui recouvre le sol. Élans, rennes, gloutons, autant de mammifères qui n'interrompent pas leur activité pendant l'hiver. Les ours, quant à eux, sont inobservables. Ils hivernent depuis le mois de décembre dans des terriers qu'ils ont creusés. Les seuls animaux qu'il est facile d'observer sont les rennes. On les retrouve très nombreux à travers les forêts et les plaines de Laponie, dans ce qui semble être un état sauvage et de totale liberté. Derrière ces apparences se cache une domestication millénaire des rennes par le peuple lapon, les Samis. Les rennes sont semi-sauvages. Ils appartiennent tous à des éleveurs, mais sont laissés en totale liberté la majeure partie du temps. Des recherches archéologiques ont été menées pour déterminer quand a commencé la domestication des rennes et dans quel but. Il y a plusieurs théories et on n'est pas trop sûr encore en fait. C'est un petit peu un point d'interrogation. Mais on pense qu'effectivement, peut-être à partir de 800 ans après Jésus-Christ, donc l'élevage aurait pu commencer effectivement en Laponie. The current understanding of reindeer domestication process is that it has begun in Siberia a little bit earlier than in here, in the Nordics. So there have been some archaeological indications from Siberia from the turn of the millennium that the reindeer have been already domesticated. So the idea is that there has been probably some sort of exchange of at least ideas between Siberian peoples and Sami living here, or maybe even like a reindeer stock that has been, for instance, brought from Siberia to here. And in its early stages, reindeer herding was probably focused on like working reindeer. La viande des rennes a aussi été une source d'énergie pour les Samis pendant l'hiver. L'élevage des rennes procure aux Samis des peaux chaudes pour leurs habits et leurs chaussures. L'artisanat Sami s'est beaucoup développé grâce au bois des rennes. Des manches de couteaux plus ou moins effilées, des tasses, des bijoux et autres objets encore très prisés par les touristes aujourd'hui. Comme le voulait la tradition ancestrale, les rennes sont habituellement en totale liberté pendant l'hiver. Ils recherchent sous l'épaisse couche de neige leur nourriture principale, le lichen, en creusant avec leurs sabots ou leur bois. Certains lichens s'accrochent aux branches et flottent au vent. Les rennes en raffolent. Malheureusement, la Laponie est fortement touchée par l'augmentation mondiale des températures. Le dérèglement climatique y est à l'œuvre et l'élevage est fortement impacté. What we're already experiencing now is that the winters have become more erratic, so that they are not stable anymore. The winter temperatures are fluctuating above and below zero during midwinter, which is causing, for example, rain during midwinter instead of snow, so that when it's plus degrees, what before would have come down as snow will nowadays come down as water, and then the temperature will freeze, and then that water that has come down to the ground and into the snow will freeze and cause layers of thick ice. And these ice layers are what is a problem for the reindeers in the winter, because if this ice accumulates, and it's much more typical that this happens now every winter, they will not get through to the ground, so they can't get to their food source.
Le nourrissage des rennes par les éleveurs n'a débuté que dans les années 1970 et cela leur pose des problèmes financiers. S'ils veulent que leurs troupeaux survivent, ils sont obligés d'acheter des granulés qui sont confectionnés au sud de la Finlande, mais ils ne bénéficient d'aucune subvention. Dans cet élevage du sud de la Laponie, Jenna, l'éleveuse, a été contrainte de mettre une partie de son troupeau en enclos pour les aider à survivre à l'hiver. So yeah, it's not easy nowadays to live only as a herder because all the purpose we can't have, like, you would have to have so many reindeers that you can slaughter them to get money from them and also like have enough so you can have new set of baby reindeers to cover the ones that you had to slaughter. So yeah, it's not anymore possible to have that many reindeers to survive only with them because all the costs, like food costs, have risen and way of trying to make your own food, like hay working and all that, it's hard. Certains rennes ont des bois très fins. Ce sont des femelles. Les mâles les ont perdus en fin d'automne après s'être accouplés et sont en train de former les bois de la nouvelle année, encore recouverts d'un épais duvet. Les femelles gestantes mettront bas début mai et perdront leur bois juste après. Cette jeune femelle a été abandonnée par sa mère à la naissance car elle était frêle. Elle a néanmoins réussi à survivre contre toute attente. L'éleveuse s'en est beaucoup occupée et lui a donné un nom à la hauteur de cet exploit, Miracle. Miracle considère Jenna comme sa mère et toutes deux entretiennent une belle relation. Elle attend un petit et mettra bas quelques semaines plus tard, début mai. Montée sur sa motoneige, Jenna remplit sa remorque de granulés à partir d'un silo, puis les distribue à ses animaux pour leur permettre de survivre. Elle le fait tous les jours. Les rennes se ruent à sa suite. Ils se répartissent en ligne, le long de la traînée de granulés qui est déversée par leurs propriétaires. Seul Miracle est à la traîne. Elle ne s'est pas bien intégrée au troupeau, mais elle bénéficiera d'un nourrissage personnel à base de lichen et de granulés, comme les plus jeunes du groupe. Le nourrissage est l'occasion de mieux les observer. Les éleveurs sont confrontés à un autre problème majeur. Certains pâturages naturels des rennes sont utilisés pour d'autres activités, comme la sylviculture, l'exploitation de bois. En Laponie, il s'agit principalement de pins. La sylviculture empiète sur le territoire des rennes en remplaçant les forêts primaires vieilles de plusieurs centaines d'années, où les rennes avaient l'habitude de pâturer, par de jeunes bois plantés. We used to have like old growth forests and pristine forests, but now we have mainly young, even-aged forests that are dominantly pine, and then we have seedling stands and felling areas. The lichen, particularly the lichen that hangs from trees, they grow in old and mature forests, not so much these young forests. And because also when these commercial forests, when they come to an age of 80 years old, that they are kind of felled again, because the rotation time of the forestry is not much longer than that. And what those lichens need is forests over 120 years old. That's the thing with the tree-hanging lichens, but also the lichens that grow on the ground, because it has been beneficial for, well, at least they have thought it's beneficial for the regeneration of the seedlings, the pine seedlings. They would use machines to turn the ground
and then the pine seedlings have a better start. But this turning of the ground destroys the lichen that grows on the ground. L'exploitation des sous-sols de la région et le tourisme grandissant ajoutent une pression supplémentaire à l'élevage des rennes. Les touristes abondent lorsque la saison des aurores boréales débute. Ils viennent profiter des chiens de traîneau et du village du Père Noël, situé au centre de la Laponie. Tous ces nouveaux usages des terres réduisent les zones de pâturage des rennes, et cela les rend plus vulnérables à l'hiver. Mais une autre menace rôde, autre que le froid. Les prédateurs. Malgré sa petite taille, le glouton est considéré comme l'un des animaux les plus féroces. Il s'attaque aux rennes sans peur et est d'autant plus redoutable que les rennes sont affaiblies. Les deux autres principaux prédateurs du renne en Laponie sont le lynx et l'aigle royal. Les cadavres de rennes sous-alimentés sont nombreux chaque hiver. Ils sont aussitôt attaqués par des charognards comme les renards. We are trying to show them in local level, and we hope that everybody else are doing their best in personal level and in a local level. Début mai, à la saison des naissances, la glace et la neige fondent. La disparition du manteau de neige dévoile de nouveaux paysages. Les rivières reprennent leur cours, tranquillement. Ici et là, des mottes émergent d'un sol gorgé d'eau. Dans ces zones humides, la matière organique peut s'accumuler et former une matière appelée tourbe. Les tourbières représentent près de 30% de la superficie de la Finlande. Peatland is a peat-forming ecosystem, and they are created because there is water accumulating on the soil. And the water is there because the soil is, the topography is flat, so that the water is accumulating there. This is underneath the water surface, and it's unoxidized, so there's no oxygen here. And it means that the decomposition is very slow and the plant material starts to accumulate here, and this becomes peat. And this is the peatland in the air. Cette tourbe, constituée de débris végétaux, représente un réservoir de carbone immense. À elle seule, les tourbières du nord du globe sont un plus grand stockage de carbone que la forêt amazonienne. Les tourbières de la péninsule scandinave ont commencé leur formation lors de la dernière ère glaciaire, il y a 12 000 ans. Avec ses 25 km², la tourbière de Toronsvuo est la plus grande tourbière du sud de la Finlande, mais aussi la plus profonde. Au centre, on y retrouve une épaisseur de tourbe de 12 mètres. Les tourbières ne sont pas seulement des puits de carbone, elles sont aussi le siège d'une biodiversité très particulière. Les sols sont recouverts de plantes étonnantes. Dépourvues de racines et formant des parterres spongieux, les sphènes jouent un rôle majeur dans la formation de la tourbe. Elles retiennent l'eau. Cela crée un milieu pauvre en oxygène qui est propice à l'accumulation de matière organique. It grows the peat about 1 millimeter per year from its roots when it decays. So these parts grows about 1 centimeter a year up, and then it decays 1 millimeter per year. So that is how the peat is growing. Des cultures en laboratoire de différentes espèces de sphènes sont faites pour mieux comprendre leur fonctionnement. Les tourbières, et en particulier les sphènes, filtrent et purifient l'eau. L'eau qui en sort est limpide. Au centre des tourbières, les sphènes partagent leur territoire avec des touffes d'herbes coriaces, les carex, et avec des plantes carnivores. Une espèce phare et emblématique de la Finlande pointe le bout de son nez. La cloudberry. Elle sera récoltée en fin d'été par les promeneurs pour ses baies juteuses. Dans cette tourbière, quelques pins tentent de se développer. Ils ont plus d'une centaine d'années, mais l'inondation permanente du terrain et sa forte acidité limitent leur croissance.
leur silhouette se découpe sur l'immensité plane de la zone humide. Sur les bords, là où la tourbe est moins épaisse, une végétation plus diversifiée pousse. De nombreux insectes y trouvent un abri, ou une source de nourriture, et deviennent à leur tour des proies intéressantes pour les oiseaux. Ils rompent le silence de leurs chants et pépiments. Les tourbières sont particulièrement importantes pour les oiseaux migrateurs. These peatlands are extremely important habitat for the functionality of the boreal system. So in the spring they will house millions of birds that fly here because of the European flyway. A large portion of those birds comes to the peatlands, especially aapamaiers in the subarctic. And then you have the cascading and other trophic food chains like peatlands are very important productivity places for berries. They are good hunting areas. For the wild forest reindeer, they are calving areas, places of life. Cette réserve de matière organique dans le sol est aussi une source d'énergie importante qui a été exploitée par la Finlande. We can say that after the Second World War, and especially after 1973, one half of those peatlands has been lost. So about 55%, because we don't have oil and gas or other natural energy sources, turned, or the state of Finland utilized one of its companies called Vapo, State Energy Company or Fuel Company, to start to extract large landscape level areas of peat, mining peat for energy. C'est la combustion de la tourbe qui apporte de l'énergie. L'exploitation de la tourbe a permis à la Finlande de se développer et d'être plus autonome énergétiquement. Malheureusement, les techniques d'extraction ont beaucoup abîmé les tourbières. Les zones humides ne sont pas compatibles avec l'agriculture et la foresterie. Et pourtant, la quasi-totalité du territoire finlandais est recouverte de forêts. Plus de 2 millions de kilomètres de drains, ou fossés de drainage, ont été creusés dans les tourbières finlandaises afin d'évacuer l'eau. L'eau traverse la zone humide et s'écoule rapidement. Cela a mené à l'assèchement des tourbières et à l'installation d'une sylviculture intensive. Les pins et les épicéas se partagent ces nouvelles terres. Alignés, identiques. Le contraste est saisissant. La perte d'eau au niveau des tourbières impacte lourdement leur fonctionnement. And the peat emits methane because it's anaerobic bacteria keeps emitting that. So they are methane sources. The peat is it's carbon storage. It's kind of a bank account with money, and the carbon is money. And in a long time perspective, there's just more and more carbon there. But at the same time, they emit methane. So it works both ways. When we drain peatlands, we put there a drainage ditch. The water goes off there. The peat layer starts to go down because the water is taken out and the decomposition is accelerated. And then the peat starts to release carbon to the air because it's decomposing. And the methane emission stops completely when the peatland is drained because there's no anaerobic peat layer anymore. And then the trees start to grow there better and they sequester carbon. So in a short time perspective, drainage is good for climate. But in a long time perspective, when the peat layer keeps getting thinner and thinner, all the storage is disappearing. And now we are in the stage in Finland where the former peatland drainage is more or less in the balance, and from now on they start to have the net warming impact on the climate. Pour mieux étudier le comportement des tourbières face au drainage et leurs émissions de CO2 et de méthane, des recherches sont en cours.
Une station de recherche aux allures futuristes se dresse à Vindeln, en Suède. En faisant varier différents paramètres comme l'humidité du sol ou le type de plante, on y mesure précisément les émissions de gaz à effet de serre. Avec le drainage, l'eau s'enrichit en matière organique. C'est ce que l'on appelle le brunissement des eaux. L'eau rejoint des ruisseaux, puis des rivières de plus grande taille, voire des fleuves qui se déversent dans la mer. Le changement de couleur de l'eau modifie ses propriétés et a un impact sur les espèces aquatiques. Au fur et à mesure, on passe d'une eau jaunâtre à une eau café au lait. Ça devient de plus en plus foncé à cause des acides humides ou de la matière organique dissoute qui s'accumule dans les eaux de surface. Et ça affecte toute la chaîne trophique, parce que dans un milieu où avant la lumière pouvait traverser la colonne d'eau et donc permettre aux plantes de se développer, on est dans un milieu où la lumière ne peut plus traverser la colonne d'eau. Donc ça affecte toute la production végétale du milieu. Ça affecte aussi l'oxygène dans le milieu, par exemple. De nombreuses restaurations sont en cours grâce à des fonds européens et nationaux. C'est l'association finlandaise Snow Change qui a été en charge de la restauration de Linnunsuo, un ancien site d'extraction de tourbe. La première étape de la restauration consiste à boucher les fossés de drainage pour empêcher l'évacuation de l'eau. La tourbière de Linnunsuo était également utilisée pour la culture de pins sylvestres qu'il a fallu arracher pour lui redonner son aspect original. La forme de la tourbière a aussi été remodelée pour restaurer son rôle. Le stockage du carbone, la filtration de l'eau et la présence d'habitats pour les espèces qui y vivent. L'objectif était de favoriser la colonisation du milieu par les sphènes. Des suivis ornithologiques sont réalisés dans les tourbières restaurées. Les tours d'observation permettent de voir les oiseaux évoluer sur la tourbière. Chasse, reproduction, migration. Des cygnes chanteurs naviguent paisiblement sur la tourbière. Seul un œil aguerri permet de différencier toutes les espèces d'oiseaux qui y nichent. Il faudra une vingtaine d'années à cette tourbière pour retrouver un fonctionnement normal et pour qu'elle retrouve un aspect similaire aux tourbières des réserves naturelles. Plus de 28 000 hectares ont déjà été restaurés en Finlande, mais cela ne représente que 1% des tourbières qui ont été drainées. L'assèchement des tourbières a souvent été infructueux. Même en absence d'eau, le sol peut rester trop acide et trop pauvre pour la production de bois. Et les arbres ne poussent pas suffisamment. Ce sont sur ces tourbières-là que les efforts de restauration sont les plus importants, car il n'y a aucun avantage à les garder asséchées. Il y a beaucoup d'efforts faits pour faire la restauration. Parce qu'il y a plein de zones qui ont été aussi drainées pour la sylviculture et en fait on s'est rendu compte que c'était des zones qui étaient trop pauvres, le sol était trop pauvre pour être productif pour la sylviculture. Donc ces zones ont au final été abandonnées, elles ont été drainées pour rien. Donc il y a un gros effort de mis par le gouvernement finlandais pour restaurer toutes ces zones qui n'auraient pas dû être drainées originalement. Alors que certaines forêts sont retirées pour restaurer les tourbières, la majorité reste cultivée de manière intensive. En Suède et en Finlande, les forêts sont partout. Dans ces deux pays, elles représentent 70% du territoire et cachent une biodiversité riche. Elle est présente, mais bien cachée, et il faut être attentif pour pouvoir l'observer. Un scarabée qui se ferait un chemin entre la mousse et les feuilles sèches, une toile d'araignée et sa propriétaire qui flotte au vent. Deux femelles élans évoluent dans cette clairière, tout leur sens aux aguets, les oreilles dressées. Juchées sur leurs longues pattes, elles parcourent la mousse épaisse et les sous-bois en recherche de jeunes pousses et de feuillages tendres pour se nourrir.
Les jeunes pins sont une nourriture appréciée par les élans, contrairement aux épicéas qui ont des aiguilles plus dures et moins nutritives. L'épicéa présente aussi une croissance plus rapide que le pin, et ces deux atouts en ont fait l'essence idéale pour la sylviculture suédoise. Most like birches and also young pines, but they don't like eating spruce. So there was an oversupply of spruce on one hand. On the other, spruce logs they pay well. So there was over the last 30 years, spruce has been by far the dominant species to be planted. Les forêts sont cultivées de manière à rendre facile leur exploitation et massive la récolte des arbres. C'est pour cela qu'elles sont majoritairement cultivées en monoculture, c'est-à-dire avec des arbres de la même espèce et du même âge. Le pin sylvestre est largement répandu en Suède, mais surtout au nord grâce à sa grande résistance au froid. Plus au sud, c'est l'épicéa qui domine, profitant d'un climat plus favorable. Mais la troisième essence la plus présente n'est pas un conifère. Avec leurs troncs blancs marqués de noir, les bouleaux dessinent des forêts envoûtantes que l'on retrouve à travers tout le pays. Mais au cœur des forêts, un ennemi presque invisible mais redoutable rôde. Les dégâts qu'il cause aux épicéas sont considérables. Des pans entiers de forêts sont ravagés. Les squelettes des épicéas touchés sont nombreux et forment de véritables cimetières. Le responsable est le Böstrich typographe, un petit insecte de quelques millimètres de la taille d'un grain de riz. Il attaque spécifiquement les épicéas et prolifère de plus en plus. So in spring, the males are flying first and they attack the trees. They then dig into the bark. And here you can see they make small chambers, mating chambers. And from these chambers they attract females and actually males also to this tree by pheromones, so they can overcome the defense of the tree. So they reproduce under the bark and they eat the phloem, this the nutrient layer between the bark and the wood. Les arbres affaiblis sont les premières cibles du Böstrich typographe. Il lui est facile de pénétrer et de se reproduire dans les arbres renversés par les tempêtes. Les épicéas affaiblis produisent moins de résine pour se défendre. Les Böstrich se nourrissent de la sève et se reproduisent dans le tronc. Chaque femelle dépose une 50aine d'œufs. Lors de l'éclosion, les larves se développent dans l'arbre. Et lorsqu'elles deviennent adultes, elles s'envolent et partent à la recherche de nouveaux épicéas à attaquer pour se reproduire. What we see is that these outbreaks that happen when there are many, they have increased in frequency, so they come more often, and I think they last for longer periods. In Germany and Czech Republic, it's really bad. Will spread also here, and that mostly hits spruce monoculture. So when you have old spruce in a single place, the bark beetle just loves it. It can destroy vast areas of forest in a single summer. That doesn't yet reach up to the north, but it's spreading. They killed 2 million cubic meters of trees last year. The year before, I think they killed 8 million cubic meters of trees, and there has been some years they killed 11 million, I think, in 2019. These populations, they fluctuate over time. They go up and down, and we never know when the next time it will be when they increase. It will depend on weather conditions, such as dry summers with no rain, and hot summers, and winter storms when there are a lot of trees laying around. And nowadays it seems like these problems are intensifying. Chaque année, des millions de mètres cubes d'épicéas sont détruits par le Böstrich typographe. Or, le secteur du bois en Suède est extrêmement développé. Sur le pourtour de la mer Baltique se trouvent d'immenses usines de production de pâte à papier, de bois de construction et de bois de chauffage. Cela permet une exportation facile par voie maritime. Les usines sont facilement distinguables. Des cheminées immenses qui surplombent des tas de bois, à perte de vue, bien rangés.
La monoculture est un mode de production simple. La terre est retournée sur de larges parcelles pour faciliter la pousse des jeunes plants. Après 60 à 100 ans, les arbres atteignent le diamètre adéquat pour la récolte. La méthode majoritaire pour la récolte est la coupe rase. La forêt est entièrement coupée, ne laissant derrière elle que des souches et quelques branchages. Cette méthode brutale modifie fortement le milieu et impacte les espèces qui y vivent. Ce mode de gestion de la sylviculture est en partie responsable de la prolifération du bostrijge typographe. I think that in general, across all insect systems, I think it has been shown with meta-analysis that there are normally more problems with pest insects in the monocultures. Because there you have often genetically identical trees, you have trees of the same age, and if that age is perfect for the bark beetle, it's like a big smorgasbord for them to just like, yeah, every tree is suitable for them to take. Le bostrijge typographe a toujours existé en Scandinavie, mais c'est réellement depuis le début des années 2000 qu'il cause autant de problèmes. We have, since 2005 we have had 2 outbreaks, and they both was the largest one since ever recorded. So they increase here and also in other parts of Europe. So it's for sure connected to the climate change. Because if it gets warmer, the trees get more stressed and the bark beetles can reproduce faster. Here in Sweden they can have a second or even maybe third generation in the future, as they have in central part of Europe. Lorsque les températures sont plus élevées, le bostrijge se développe plus rapidement. Désormais, en Suède, il est fréquent d'avoir 2 générations de bostrijge typographes dans la même année. Les larves produites au début de la saison ont le temps de se reproduire. De nouvelles larves sont produites, ce qui multiplie le nombre de coléoptères. Les dégâts causés par la 2e génération sont toujours très importants. Et lorsque les bostrijge typographes sont très nombreux, ils peuvent s'attaquer à des arbres sains et les tuer. Les forêts se transforment alors en gigantesques tombeaux à ciel ouvert. Les méthodes de gestion du bostrijge typographe sont complexes, car les dégâts qu'ils causent ne sont observables qu'a posteriori. Les préconisations nationales proposent de retirer tout le bois mort des forêts avant que les insectes ne puissent s'y développer. Cela est controversé, car la présence de bois mort dans les forêts est bénéfique au développement d'une multitude d'insectes et de champignons. Les chercheurs proposent quant à eux une gestion plus raisonnée de la sylviculture, même si elle est plus difficile à mettre en place. The bark beetles do not like the deciduous trees, like the birch. So if we mix the forest with more deciduous trees, it should help. And if you have all the trees are of the same size, like these trees, like more than 25 centimeters, of course they have a lot of food on one area, and if you have a larger variation in age of the trees, it would help. The clear cuts is also a problem, because the clear cuts, they suddenly expose the trees on the edges. They suddenly become sun exposed, and the trees around these clear cuts, they are more stressed and get commonly attacked. Les pratiques commencent à évoluer, mais il est extrêmement difficile de changer des pratiques ancrées dans les mentalités depuis des siècles et dont les résultats ne sont observables qu'après de longues décennies. Nowadays, it's also a question whether we manage the forest in the right way. If we focus too much on wood production, wood, and then forget about the other values of the forest also. So that's a lot of research now where they aim at not cutting down every tree, or have some shelter all the time. Les forêts d'épicéas et de pins ne sont pas les seuls paysages emblématiques des pays nordiques. Vestiges d'une ancienne forêt exploitée brutalement coupée,
la coupe rase semble tracer un chemin vers un milieu bien plus paisible. On dénombre 187 000 lacs en Finlande. Leur histoire est récente. Ils se sont formés il y a seulement 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. Les glaciers qui se trouvaient en Finlande ont érodé les roches et formé de larges cuvettes où l'eau s'est accumulée. Au sud-est de la Finlande, un immense lac offre des paysages uniques. Les routes serpentent sur de petits îlots connectés par de fines langues de terre. Les alignements d'arbres projettent leurs reflets sur cette étendue bleue. Le lac Saimaa recouvre 4400 km², soit 2 fois la taille du Luxembourg. Entre les différents îlots, un mammifère très rare se cache. Le trouver n'est pas chose aisée. Il n'y en a que 400 dans tout le lac. Le phoque marbré du lac Saimaa est une espèce endémique du lac Saimaa, c'est-à-dire qu'on ne peut la trouver que dans ce lac. C'est une des rares espèces de phoques d'eau douce. Les phoques sortent très rarement de l'eau. Au début du printemps, début mai, les phoques se glissent hors de l'eau et sèchent au soleil. Cela leur permet de perdre progressivement leur pelage d'hiver. Sur leur fourrure, on aperçoit des anneaux blancs. Ils sont propres à chaque individu, comme une empreinte digitale. Allongé au soleil sur un rocher, ce phoque semble mener une vie heureuse. Mais cette apparence est trompeuse. Sur cet individu, comme sur tous les autres phoques annelés du lac, repose un grand défi. Celui de reconstituer l'espèce. Hunting was a big part of the decrease of the population. During the World War and afterwards it was hunted quite heavily. But one thing in Finland and I suppose in other countries as well, mostly luckily in the past, has been that many animals have been hunted as pests. There was even a killing fee paid for the seals, up to 40s, I think. The seal were actively hunted because they thought originally that they were a competition for fisheries, that the seal was eating too much fish, so then they were not enough for the people. So the population was estimated to be something like 1,000 to 4,000 individuals, and then until the mid-50s it went as low as 100 or even less. So 90% of the population was wiped out during those hunts. La chasse aux phoques n'a pas été la seule raison du déclin de leur population. Au début du XXe siècle, les industries de papier se sont développées autour du lac. Autrefois, elles rejetaient des produits toxiques, utilisés dans la fabrication de papier, qui polluaient les eaux. Aujourd'hui, ces rejets sont interdits, mais les phoques font encore face à plusieurs pressions. Jari Ilmonen est chargé de la surveillance des phoques du lac. Aujourd'hui, il a reçu un signalement. Un phoque aurait été retrouvé mort sur le bord d'un îlot. Jari arpente le lac avec son bateau à moteur. Après quelques dizaines de minutes, le phoque est retrouvé. C'est une jeune femelle dont la cause de la mort n'est pas sûre. Il mesure le phoque, le photographie, en espérant pouvoir l'identifier grâce aux anneaux sur son pelage. Le phoque sera aussi envoyé dans un laboratoire pour faire des analyses et connaître les raisons de sa mort. La mort des jeunes phoques, les blanchons, peut être provoquée par la pêche accidentelle. Elle est à l'origine de 25% des décès recensés. Il est désormais interdit de pêcher avec des filets à poissons jusqu'à juin. Cela permet aux blanchons, nés à la fin de l'hiver, de grandir suffisamment et d'être moins vulnérables face aux filets de pêche. The problem with the recreational fishery is that despite the ban and the restriction of the fishing gear, you still have people that just don't care. They just do it anyway. And they don't necessarily report when the seal is caught. There is a rule program of exchanging your fishing net to a fish trap that are more safe for the seal. And that's done by the
Finnish Association for Nature, and it's usually some events where you bring your net and for free you get a fish trap instead. Ces filets à poissons sont ingénieux et faciles à construire. Marjana et son association proposent des formations pour apprendre à les confectionner. There are 2 funnels in this fish trap. This is the first one, and this is the seal-safe funnel here. So the seal cannot get in, but the fish can, and then they swim further into this back space here. En hiver, les bénévoles sont aussi mobilisés. Ils empilent de la neige pour former des tanières qui peuvent accueillir des phoques. La couche de neige n'est pas toujours suffisante en hiver, et le risque qu'elle soit de mauvaise qualité est de plus en plus important. Des tanières artificielles sont aussi construites et placées sur le lac gelé en hiver. Sebastian created an idea that why couldn't our company, Elomatic, develop a artificial nest for Saimaa-ringed seal. I drew something, it looked like a cowboy hat. And I took the drawing to them, and they immediately started to plan the nest. I remember when I went to our director and told him that I would like to have funding for this. And I'm told that the Saimaa seal is actually an offshore project. And then he looked at me like I was an idiot. And then he started to smile and said, "Okay, you got the funding." Les tanières sont déposées sur la glace au début de l'hiver. Elles abritent les phoques pendant les périodes froides, leur apportant la sûreté et le calme dont ils ont besoin pour la mise bas de leurs petits. For every winter, we created ideas for new nest types and prototypes, and we got feedback and saw what are the good features, what are the bad features. Now after how many years? 7 years roughly. We are very close to the final design. Last winter there was 30 nests in Saimaa area. Des placentas ont déjà été retrouvés dans les tanières artificielles, prouvant leur efficacité. Le faible nombre d'individus dans le lac a diminué fortement la diversité génétique de l'espèce. The Saimaa-ringed seal has a really low genetic diversity, mainly because the population is really small. The latest study have supported a translocation program that you take a seal from one area to put it in another, so you help the demography in places where the number of seal is really low, and also the genetic mixing between the population. Grâce aux actions menées par l'Union européenne, par la Finlande, par les associations locales et par les ONG, la population du phoque du lac Saimaa retrouve progressivement sa taille historique. En l'espace de 40 ans, la population de phoques a triplé. Elle est estimée en 2024 à environ 500 individus. Basically, when you are protecting the site for the Saimaa-ringed seal, you are protecting also all the other environment. And sometimes there might be cases that actually the small islands are also very, very valuable for other threatened species as well. That's how it unfortunately or fortunately works, so that the cuter the animal is, the easier it is to get funding for it. Savons-nous apprécier la nature à sa juste valeur ? Chaque espèce, belle ou repoussante, visible ou invisible à l'œil nu, est un maillon de l'équilibre de la planète. Tous les écosystèmes doivent être préservés, non pas seulement parce qu'ils nous nourrissent, nous fournissent de quoi nous chauffer et nous divertissent, mais parce qu'ils sont le fruit d'une évolution de milliards d'années que nous ne pouvons pas interrompre par négligence. Les forêts, les rivières, les zones humides, les prairies et les hommes sont reliés les uns aux autres par les cycles invisibles du carbone et de l'eau. Transformer ou endommager l'un de ces écosystèmes a nécessairement des impacts sur notre population, en plus d'affecter les espèces qui en font partie. It's a very unfortunate and not a pleasant thing to say, but the contemporary society and all the generations who are living now will have to adapt to a new world,
a much harsher and much more risky world because of the mistakes or the wealth we generated from nature. Il est possible de réparer ces erreurs, tout comme la nature arrive elle aussi à s'adapter progressivement aux changements en cours. I would like to stay positive that there is still future for herding and our whole culture, because, well, it's my way of life. I could never imagine a life without this, because I was born and raised to be a herder, so to say. So I would like to stay positive that there is still a chance and we have way to adapt to these changes, because the reindeers have found ways to adapt. Ce sont des élans d'optimisme et des volontés fortes qui font émerger de beaux projets partout dans le monde. When we restore these areas, we are showing to younger people and ourselves, of course, also that it can be done. Instead of empty talk and blah blah blah, as Greta would say, rewilding and these kind of places like Linnunsuo become sites of tangible hope that the new solutions are real. Il n'y a pas de solution type à reproduire. De la construction de filets de pêche spéciaux à l'invention de tanières artificielles, en passant par la création de zones protégées, l'instauration de quotas de pêche ou même la restauration complète d'un milieu, les manières d'agir sont innombrables pour aider les écosystèmes à retrouver leur équilibre et pour conserver les services qu'ils nous apportent. Strict protection is not always the best way to do, because we need to take into account also other values and other people. So it's important to find different kinds of concepts where people can still use the areas to some extent, but with certain regulation and rules, basically. Ces projets ont un coût, demandent du temps, de la coopération et de l'engagement. Sommes-nous prêts à dépenser un peu de notre temps et de nos ressources pour préserver et perpétuer les richesses de la nature? All of us should, try to make something to, solve these problems. Talking is good, but it's not enough. Agir, maintenant, ensemble. Restaurer les milieux abîmés et protéger ceux qui risquent d'être fragilisés. Préserver notre agriculture, tout en la rendant plus durable. Soutenir une pêche responsable et respectueuse des milieux marins. Nos actions individuelles ont du poids lorsqu'elles sont bien coordonnées. It's very important that your voice is being heard and is being listened to. Notre voix, vous l'avez entendue. Au-delà du cercle, des solutions existent. À nos latitudes aussi, nous pouvons choisir d'écouter la voix de la nature et d'y répondre.